Hello, everyone. Welcome to the Institute for Mediterranean Studies and Alexandria Center for Hellenistic Studies Neoplatonic Lectures. We are very happy and greatly honored that our speaker today is Professor Luc Brisson. So we will directly switch into French. The conference is going to be in French. Je pense que nous connaissons tous Monsieur Luc Brisson. Qu'il me soit permis toutefois de dire juste deux mots sur lui, de le présenter, même si je ne suis pas à la hauteur de le présenter, est une petite histoire personnelle. Donc, Luc Brisson, philosophe et helléniste, un des meilleurs spécialistes contemporains de Platon et du platonisme, est directeur de recherche émérite au Centre Jean Pépin du CNRS, est membre également de l'Académie degli Lincei et de la Société royale du Canada. Il est la force motrice et le principal collaborateur de la traduction des œuvres de Platon et Plotin, c'est Flammarion. Auteur de nombreuses études et livres, il serait impossible d'énumérer ici tous les livres et les études de M. Brisson. Je vais juste citer quelques titres. Le même est l'autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, quatrième édition en 2015. Platon, les mythes les mots et les mythes, 1982. Inventer l'univers, 1991. Orphée et l'orphisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Lecture de Platon, matière et devenir dans les philosophies anciennes. Platon, philosophie grecque, lire les présocratiques, Neoplatonic Demons and Angels et beaucoup d'autres livres. Et j'aimerais aussi dire une petite histoire personnelle. Donc, je l'ai rencontré pour la première fois à Berlin lors d'un colloque en octobre 2013 et de la façon suivante. En entrant dans le bâtiment où le colloque allait avoir lieu, il venait derrière moi avec un collègue, il discutait. Et moi, en entrant, j'ai été coincée dans une porte roulante. Donc, il était la personne qui est venue m'aider et il m'a décoincée. Et après cela, j'ai eu l'honneur de collaborer avec lui dans plusieurs séminaires. Et j'ai plusieurs fois pensé que cette première rencontre était un peu symbolique parce que je pense que Monsieur Luc Brisson est quelqu'un qui ouvre des portes, mais à la pensée. Et comme ça, il est un vrai maître, un didascalos plutôt qu'un professeur. C'est quelqu'un qui enseigne par son exemple aussi et pas seulement par les mots. Donc, c'est un grand honneur de l'avoir aujourd'hui pour la dernière conférence de ces projets entre Athènes et Alexandrie. Monsieur Brisson, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je vous prie de prendre la parole. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais parler en français. Ça limite l'auditoire, mais je n'ai pas eu le temps de tout transcrire ou transmettre en anglais. Donc, d'abord, ce soir, je vais parler de l'interprétation par Porphyre dans le commentaire, dans le commentaire du prologue du Timée, ces commentaires de Porphyre cités par Proclus dans son commentaire. Donc, en principe, vous avez un écran, une capture d'écran
indiquant les 27 passages où Proclus attribue à Porphyre euh, une interprétation. Donc, ce prologue se présente ainsi. Donc, il y a d'abord une brève mise en scène une mise en scène, c'est-à-dire une description des hôtes et des sujets à traiter dans le dialogue, c'est 17 AB. Ensuite, on a une intervention de Socrate qui donne un résumé de la République décrite la veille en 17B et entre 17B et 19B. Puis, Socrate exprime son regret de devoir donner de la cité idéale une peinture qui n'est pas en mouvement. Donc, il aimerait avoir une idée de la lutte que une telle cité idéale pourrait entreprendre. Et donc ça, c'est en 19C et 20C. Et donc là, on a dans la suite Critias qui raconte le mythe de l'Atlantide à partir de ce que lui ont raconté les prêtres égyptiens, donc en 20C, 27A. Donc quelques mots sur l'Athènes ancienne, 23D, 24E. Et puis ensuite, une description de l'Atlantide 24E, 25D, et finalement une conclusion 25D, 27A. Et ensuite, on a une introduction au Timée comme ouvrage cosmologique, une très brève introduction, mais qui est importante à mes yeux. C'est en 27AB. Donc, le prologue dont je vais parler porte sur le premier livre du commentaire de Proclus sur le Timée à partir de 17A et il va jusqu'à 27B. Donc ce n'est pas très long, mais à mon avis, c'est vraiment très intéressant. Donc les commentateurs du prologue cités par Proclus d'abord. Dans son commentaire sur le Timée, Proclus cite nommément les interprètes qui ont commenté ce prologue. La première question qui se pose est celle de la source de Proclus. Proclus oppose les jugements donnés par divers commentateurs, donc outre Longin et Origène, sont cités Praxiphane, Aristoxène, Panétius, Sévère et finalement Numénius. Puis, parmi les plus importants, Porphyre et enfin Chamblic. Porphyre est systématiquement qualifié de philosophos par Proclus et il est cité pour le jugement qu'il porte sur l'interprétation du Timée et ces citations ne sont pas faites directement, mais par l'intermédiaire, me semble-t-il, enfin c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, par l'intermédiaire de Porphyre, qui avait écrit un commentaire sur le Timée de Platon. Donc on a sur ce commentaire donc un petit livre de Soudano et Smith dans son recueil nous renvoie donc à ce petit livre de Soudano. Et je pense quand même qu'il faudrait retravailler cet ouvrage de façon beaucoup plus considérable. En outre, tout incite à penser que Proclus ne cite pas Porphyre à travers Jamblique, lequel ne cesse de critiquer les positions de Porphyre et ne pratique pas la même méthode. Donc, c'est une citation de Proclus, euh, c'est une citation de Proclus en 204, 24, 29, et c'est euh, votre fragment 27. Cependant, Porphyre et Chamblic
on fait voir que ce préambule s'accorde avec le dessin entier du dialogue, l'un ne s'attachant plus aux détails, l'un en s'attachant plus aux détails, et donc en grec c'est mérikotéron, l'autre en initié à de plus hauts mystères, et c'est époptychotéron. Donc c'est une citation donc, de la fin du livre 1, et ça mérite une interprétation. Alors que l'exégèse de Jean Blic, systématiquement qualifié par Proclus de divin, et c'est vraiment important, exploitait les deux sens du verbe époptéen, vue d'ensemble et initiation au mystère, Porphyre, qui lui est systématiquement qualifié par Proclus de philosophe, philosophos, s'intéressait à des formules particulières avec le dessin, euh, donc euh, euh, s'intéressait à des formules particulières. Donc, certes, les deux interprètes s'entendaient pour soutenir l'accord du prologue avec le dessin scopos du dialogue, mais Chamblic maintient cette façon de voir, alors que pour Porphyre, le prologue a un but de morale civique fondé sur l'amitié. Et on verra à quel point ce point de vue est important. Porphyre interprète en termes moraux les remarques de Socrate sur l'absence d'un invité et, et donc, selon lui, Socrate exprime là, selon lui, donc, le type de relation qui caractérise les vrais amis. Seul un événement qui échappe au vouloir d'un ami peut expliquer son absence à une réunion, tout comme c'est la nécessité qui qualifie, comme c'est donc, euh, euh, comme c'est la nécessité qui empêche le sensible de ressembler à l'intelligible. Porphyre voit dans cette évocation une justification de ce prologue à un exposé cosmologique. Ce qui est, donc c'est une citation de Proclus, ce qui explique le résumé de la République dans un sens plus moral, disent qu'il nous est ici montré qu'il faut avoir ordonné ses mœurs. Socrate exprime là le type de relation qui caractérise les vrais amis avant de s'attaquer à la considération de l'univers. C'est une citation de la page 29. Donc, et maintenant, ce qu'il en est de Porphyre. Porphyre fut le disciple de Longin avant de devenir celui de Platon. On peut penser que dans les années 30, dans les années 230, Longin se trouvait à Athènes et que c'est au cours de cette décennie qu'il ouvrit son école. Le séjour de Porphyre auprès de lui semble devoir être situé entre 253, Porphyre avait alors une vingtaine d'années, et 263, date de l'arrivée de Porphyre à Rome, où il devint le disciple de Plotin, lequel avait fréquenté avec Origène l'école d'Ammonius à Alexandrie, de 232 à 242. Donc, trois positions différentes concernent le prologue et ces trois positions différentes sont les suivantes. C'est celle de Numénius. Donc, la première, c'est celle de Numénius qui prenait ce prologue au sérieux et qui, par conséquent, devait le considérer comme un récit chargé de vérité philosophique dévoilé par l'allégorie. Et on verra que ce sera la pratique de Porphyre. Et qui estimait que ce récit était dépourvu d'artifice littéraire et n'avait pas pour seul but de plaire. Donc ça, c'est la position de Numénius qui entreprendra une interprétation euh, euh, allégorique et c'est celle qui correspond au traité 37 des places. Donc, ça, c'est la première tendance à laquelle je vais m'intéresser. La seconde,
c'est l'interprétation de Longin qui soutenait que ce récit était une fiction fabriquée par Platon dans le seul but de plaire par des artifices littéraires. Première interprétation, celle de Numenius, qui est une interprétation de type allégorique. Seconde interprétation, celle de Longin, qui est une interprétation stylistique qui estime que le prologue n'est qu'une fiction fabriquée par Platon dans le seul désir de plaire par des artifices littéraires à des théories cosmologiques qui seront rébarbatives. Et euh, euh, troisième type d'interprétation, celle d'Origène, à mi-chemin entre les deux précédentes, c'est-à-dire entre celle de Numenius et celle de Longin, et qui pensait que ce récit était une fiction mais qui n'avait pas été conservé dans le seul désir de plaire par des artifices littéraires. Pour sa part, Porphyre avait une connaissance directe du commentaire de Longin, écrit ou oral, sur le Timée. Ainsi s'expliquerait la cohérence des remarques qu'il fait, faites par Longin et le fait que celui-ci cite certains prédécesseurs pour manifester son accord, mais le plus souvent son désaccord avec l'opposition. Si on admet l'existence d'un commentaire de Longin sur le Timée, les remarques de Proclus dans le fragment 37 sur 24b 7-10 laissent entendre que ce commentaire ne se limitait pas au prologue. D'autre part, comme le fait remarquer Festugière, le grand nombre de fois où l'autorité d'Origène est invoquée après celle de Longin permet de conjecturer que les critiques d'Origène prenaient pour base le commentaire de Longin. Ces critiques furent, semble-t-il, émises oralement, et cela pour deux raisons. Dans la vie de Plotin, en 3, 31-32, Porphyre n'attribue à Origène que deux ouvrages. D'autre part, Proclus, en 63, 21 jusqu'à 64, 11, décrit un Origène dans les clameurs, les rougeurs d'indignation et les flots de sueur, euh, ce qui évoque une performance orale d'Origène affrontant Longin sur l'importance d'Homère pour Platon. Tout porte donc à penser que Porphyre fut l'auditeur d'un cours d'Origène sur le Timée, où celui-ci critiquait le commentaire de Longin, donc d'un cours, d'un cours oral et non pas écrit. Donc maintenant, l'opposition de Porphyre au commentaire de Longin. Le commentaire de Longin présente une indéniable originalité. Il porte non seulement sur le contenu du passage considéré, mais aussi et surtout sur sa forme. Cette caractéristique est mise en évidence par le jugement de Plotin sur Longin, rapporté par Porphyre. C'est donc rapporté par Porphyre en Vie de Plotin 14, 19, 20. Longin s'intéresse à la littérature, philologos, et non à la philosophie, philosophos. Donc, il est intéressant de voir que Proclus, en traitant Porphyre de Philosophos, l'oppose d'entrée de jeu comme Plotin à la littérature, à l'étude de la littérature comme philologos. Sur la forme du prologue, Longin, qui utilise systématiquement les termes techniques relevant de la critique littéraire de l'époque, soutient, contre les autres commentateurs du prologue de Timée, que Platon cherche à donner de la grâce à un discours en utilisant des figures de style et en portant le plus grand choix, en portant le plus grand soin au choix des mots qu'il utilise, ce qui revient à dire que le style de Platon est un style mixte, à la fois philosophique et poétique. Un tel jugement va à l'encontre de celui des autres commentateurs du prologue, du Timée, qui estiment
que le style de Platon est naturel et ne doit rien aux ressources de l'art poétique et de l'art rhétorique. Parmi eux se trouve Porphyre, qui justifie le passage à l'original dans la première phrase du Timée en 17 à 1.3. Puis, Socrate évoque la discussion de la veille sur le modèle de la cité idéale dans la République. Proclus évoque sans expliciter une objection de Longin qui estime que dans la République, on peut, Proclus évoque sans l'expliciter une objection de Longin qui estime que dans la République, qui estime que, ce que Platon dit dans le prologue laisse à penser qu'il soutient que les âmes sont émises avec le sperme et il fait référence tout aussi obscurément à la solution que propose Porphyre dans l'Art Gorum. Donc c'est très intéressant de voir que dans ce prologue du Timée, on a jusqu'à un certain, on a de toute évidence, me semble-t-il, euh, une allusion à l'Argorum, c'est-à-dire à ce traité qui explique comment l'âme advient à l'embryon. Cela dit, Porphyre est dans le vrai lorsqu'il explique que Socrate a parfaitement raison d'évoquer la guerre de l'ancienne Athènes qui est organisée suivant le modèle de la République pour montrer que les dispositions décrites dans la République se trouvent confirmées par la victoire d'Athènes, de l'ancienne Athènes, sur les Atlantains. C'est le fragment numéro 6. Voilà pourquoi, contre Longin, Porphyre soutient que Critias a raison de dire que cette guerre est la geste la plus importante et la plus grande qu'ait accomplie notre cité. Ainsi, selon Longin, en lui donnant du plaisir comme le fait un poète, Platon peut-il séduire son lecteur, ou plutôt son auditeur, dans le contexte d'une lecture à voix haute, ce contre quoi s'insurge même Origène. En fait, et cela est très important, Longin est le seul commentateur de Platon qui, contrairement à la pratique même de son maître, dissocie complètement art et morale, accordant ainsi une autonomie véritable à la poésie et à la rhétorique, à la façon d'Aristote. Porphyre y agit fermement là contre. Porphyre dit qu'Homère est capable d'attacher de la grandeur et de la sublimité aux passions et d'élever les exploits guerriers à une dignité pompeuse, mais il n'est pas capable d'enseigner une impassibilité intellective et une vie philosophique. Et une vie philosophique. Donc c'est une citation du fragment 8. Porphyre reprend la même critique en l'appliquant à cet autre imitateur qu'est le peintre. C'est le fragment, dans le fragment 9. Donc on a là une opposition très claire entre Longin qui donne une interprétation littéraire du prologue et Porphyre qui en donne une interprétation allégorique. En effet, Porphyre suit l'interprétation de Numenius. Mais comme dans l'Entre des Nymphes, et c'est intéressant parce que l'Entre des Nymphes, donc au début de l'Entre des Nymphes, on a une référence à Numenius et à Cronius, son disciple. Donc, mais comme dans l'Entre des Nymphes, Porphyre va dans le sens de Numenius. L'exégèse de Numenius, qui équivaut au fragment 49 de Limans, qui est maintenant le fragment 37 de Déplace, est associé par Proclus à celle d'Origène en 77, 6, 21. Dans le conflit entre les anciens Athéniens et les Atlantains, Numenius voit, avant de descendre dans des corps solides, la lutte des âmes que doivent mener contre les daimonesses matériels, la lutte des âmes que les âmes doivent mener contre les daimonesses matérielles. Ces derniers veulent entraîner les âmes vers le bas
alors que ces dernières cherchent à se porter vers le haut. Dans ce contexte, le terme daimon a trois sens. Il y a des daimones divins, des daimones par position, des âmes partielles qui ont eu part à une destinée démonique et une espèce mauvaise destructrice des âmes. Donc on retrouve donc cette théologie des daimones au livre 3 euh, du Périépokès. Ces derniers, donc les mauvais daimones, font la guerre aux âmes durant leur descente dans le monde matériel. Or, il faut suivre euh, les Égyptiens qui situent les daimones malfaisants au couchant comme l'Atlantide. De cette façon de penser est le philosophe Porphyre, et il eût été bien étonnant, en effet, qu'il s'éloignât dans ses dires de la doctrine de Numenius. C'est une citation donc de Proclus en 77, 21, 24. Bref, tout comme Numenius, Porphyre interprète le mythe de l'Atlantide non pas comme un conflit physique entre les anciens Athéniens et les Atlantins, mais comme un conflit psychique entre les âmes qui descendent dans les corps et les daimones malfaisants. Voilà pourquoi il y a sans cesse passage de l'histoire, historia, à l'allégorie, allégoria. Donc, on a l'opposition de Porphyre à Longchamp, qui voit dans le prologue euh, une pièce de littérature et une reprise par Porphyre de l'interprétation allégorique de Numenius qui, comme on peut le voir, s'inscrit dans un contexte qui est celui du mythe central du Phèdre. Donc maintenant, la descente des âmes et les daimones. Donc, je décris cette descente des âmes euh, suivant Porphyre. Mais voyons ce qu'il en est. Et donc là, je vais vous citer un passage assez long qui est vraiment, me semble-t-il, très intéressant hein, et qui, je le répète, permet de montrer comment Porphyre fait référence au mythe central du Phèdre pour décrire cette descente des âmes qui est celle euh, correspondant donc à la lutte de l'ancienne Athènes contre l'Atlantide. Donc c'est très bizarre, mais c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très bizarre de rapporter une guerre réelle à une description métaphysique de très haut niveau, celle du mythe central du fait. Donc voyons ce qu'il en est. Donc c'est une citation de Proclus, une longue citation de Proclus en 100, qui correspond au fragment 16. Cependant, le philosophe Porphyre, dans l'explication de ce passage, suppose qu'Héphaïstos est l'intellect artisan et que la Terre est la sphère lunaire. Celle-ci, en effet, est nommée Terre éthérée chez les Égyptiens. Porphyre dit donc que les âmes créées par Dieu et qui participent à l'intellect artisan sont semées dans le corps de la Lune, dans la pensée que séjourne là celle des âmes qui sont artisanes et qu'elles y possèdent des corps qui sont des influences des corps éthérés. Donc on retrouve là aussi une description des âmes comme ayant un corps d'éther. C'est ce qu'on retrouve dans la sentence 29 de Porphyre. C'est une sentence qui a été commentée par Champépin et remarquablement commentée. C'est étrange, mais encore une fois, c'est vraiment intéressant. Quant aux 9000 ans, Porphyre les accommode à ces âmes-là comme ceci. La période de l'âme, dit-il,
qui consiste dans la descente et la remontée à travers les 5 astres, est de 10 000 ans, pour qui chaque pour qui pardon pour que chaque astre retienne l'âme 2 milliers d'années. Mais ces 10 000 ans ne font pas une succession continue, alors que le temps procède par une succession continue, non par quantité venant s'ajouter l'une à l'autre, car il ne vient pas s'additionner à lui-même. C'est pourquoi, précisément, la totalité des vies aboutit à 9 vies, ce que Platon suggère symboliquement par les 9 000 ans. Et d'ailleurs, on célèbre pour les morts, on célèbre pour les morts des sacrifices d'anniversaire le 9e jour, et pareillement, certains donnent leur nom au nouveau-né le 9e jour, se servant du laps de temps qui symbolise la naissance et la mort. Et pourtant, Platon n'a pas adopté maintenant le temps de 10 000 ans. Et si Platon n'a pas adopté le temps de 10 000 ans, c'est pour marquer que ceux dont il parle sont bien encore sur la Terre, s'approchant de la fin de la période de 10 000 ans. Donc, les 10 000 ans de... Ces 10 000 ans, donc, ces 9 000 ans, pardon, Porphyre, parce que ces 9 000 ans, c'est ce que le prêtre égyptien raconte à Solon. Il lui raconte que donc l'ancienne Athènes a été euh, constituée il y a 9 000 ans, 1 000 ans avant Saïs, la cité où se trouve Solon. Donc c'est une citation du fragment 15. Et donc ces 9 000 ans, il s'accommode ainsi au récit du prêtre égyptien. La période de l'âme, dit-il, qui consiste dans la naissance, dans la descente et la remontée à travers les 5 astres, Chronos, Zeus, Mars, Aphrodite et Hermès, Arès, Aphrodite et Hermès, est de 10 000 ans pour que chaque âme retienne l'âme des 2 milliers d'années. C'est en faisant référence au mythe central du Phèdre, au mythe du politique et au passage sur la métensomatose ultime que Porphyre rend compte de l'apparition de l'Athènes antique. Sur la descente des âmes, on reliera aussi la sentence 29 de Porphyre, comme je l'ai dit. Et donc, Porphyre, Proclus donne par ailleurs ses précisions. Et donc, je vous cite le fragment 16. S'il convient pourtant de donner quelques explications qui aillent à la rencontre des idées de Porphyre, il faut dire que là-haut, l'âme vit selon l'intellect et selon Chronos, qu'elle descend d'abord à la notion d'une vie politique qui est jovienne, qu'ensuite elle met en branle l'irascible et vit dans l'ambition des honneurs. Or, l'irascible est du ressort d'Arès, qu'après cela, elle tombe dans le concupiscible et les genres de vie du ressort d'Aphrodite, et qu'enfin elle émet les principes créatifs physiques. Or, tous les principes créatifs sont du ressort d'Hermès, et c'est l'Hermès étiphalique qui veille sur les principes créatifs physiques. Par ces principes, elle se confond, l'âme se confond au corps. À l'inverse, quand elle a mis quand elle a pris un corps, l'âme vit d'abord la vie végétative, précédant l'alimentation et à la croissance du corps, ensuite selon le concupiscible, éveillant les instincts propres à la génération, ensuite selon l'irascible, luttant contre ces instincts et remontant à la vie ambitieuse d'honneur, ensuite de manière politique, lorsqu'elle a modéré les passions et enfin de manière intellective. Si donc l'âme est si donc l'âme a fait retour au point de départ, elle vit alors noétiquement et les 10 000 ans ont leur terme dans le monde sublunaire, même si sa conduite est parfaite. Elle vit
dans le laps de temps qui manifeste encore pour achever Milan. Et c'est cela que symbolise le chiffre de 9000 ans qui s'accorde avec l'excellent régime politique des Athéniens. Donc, comme je l'ai dit, c'est une citation du fragment 16. Mais ces 10 000 ans ne font pas une succession continue, alors que le temps procède par une succession continue, par quantité venant s'ajouter l'une à l'autre. Il ne vient pas s'additionner à lui-même. C'est pourquoi, précisément, la totalité des vies aboutit à 9 vies, ce que Platon suggère symboliquement par les 9000 ans. Après avoir justifié la descendance des Athéniens, après avoir justifié la descendance des Athéniens des hommes de l'ancienne Athènes, Porphyre souligne la qualité de leur emplacement. Donc, vous voyez, on a situé, en faisant référence aux Égyptiens, les daimones matériels, qui sont mauvais, à, à, du côté de l'Occident. Donc, ça correspond aux Atlantins. Et maintenant, on montre que cette ancienne Athènes, dont le prêtre égyptien situe la création il y a 9000 ans, correspond, que les âmes de ces anciens Athéniens qui correspondent aux citoyens de l'Athènes il y a 9000 ans sont ceux qui bientôt vont retrouver un nouveau cycle pour remonter dans 9000 ans. Et par voie de conséquence, donc, on a l'opposition entre les démons mauvais correspondant aux Atlantins et les âmes pures correspondant donc aux derniers citoyens d'Athènes, ceux qui sont les contemporains de Platon. Donc, Porphyre fait, une fois qu'il a parlé de ces 9000 ans et qu'il euh, euh, associe l'ancienne Athènes à l'Athènes actuelle, après avoir justifié la dépendance des Athéniens des hommes de l'ancienne Athènes, Porphyre souligne la qualité de leur emplacement. Parce que la déesse aimait la guerre et le savoir, elle a choisi ce lieu qui était susceptible de porter les êtres humains, présentant avec elle la ressemblance la plus étroite, et elle fonde votre cité en premier. Donc, c'est une citation du Timée en 24, C7, 2, 3. Porphyre fait l'éloge de cet emplacement. Porphyre ayant supposé qu'Athéna est dans la Lune, dit que de là descendent des âmes douées à la fois d'irascibilité et de douceur, et pour cela, amies de la sagesse et de la guerre, initiatrice des mystères d'Éleusis, s'il est vrai que la race de ceux qui président au mystère d'Éleusis est issue est issue de musées faits sur la Lune, puisse aussi bien au ciel, Hermès est dans le voisinage de la Lune, comme auprès des Eumolpides aussi, il y a, dit-il, la famille des Chérikès. C'est une citation du fragment 22. Donc, Porphyre suit Numénius pour son interprétation allégorique qui a tendance à tout rapporter au conflit entre l'âme et les démons, les démons mauvais. Et donc, ces démons mauvais se situent en Occident, ce sont les Atlantins, et les âmes, les bonnes, sont ceux des Athéniens actuels. Donc, Platon Platon reposerait le conflit entre l'Atlantide et l'ancienne Athènes
sur des bases contemporaines pour lui. Donc, il est intéressant aussi remarquer, euh, de remarquer que, donc, il est intéressant de remarquer que Numenius suit donc Numenius pour son interprétation allégorique et il va jusqu'à justifier les destructions de l'humanité par le feu à partir justement de cette interprétation. Euh, donc, il applique cette interprétation aux destructions du feu, aux destructions de l'humanité, aux destructions périodiques de l'humanité par le feu. Donc, ceci s'applique à son tour. Donc, c'est une citation. Euh, donc, Ceci s'applique à son tour, sans toute apparence, au cas des destructions visibles par le feu. En effet, ceux qui habitent près des eaux se défendent mieux contre les dommages causés par le feu. Cependant, le philosophe Porphyre transfère ses paroles des faits visibles aux âmes et il dit qu'assurément, il y a parfois aussi entre elles un bouillonnement de l'irascible, et c'est là une conflagration qui a détruit l'homme en nous. Donc c'est une citation du fragment 13. Et vous voyez, ça va vraiment très loin, cette interprétation de Porphyre, parce que Porphyre interprète la destruction de l'humanité par le feu comme le résultat du bouillonnement de l'irascible des âmes qui descendent pour s'incarner dans un corps. Et Proclus de poursuivre, si cette interprétation est juste, si cette interprétation est juste, reste à l'abri des passions de l'irascible tous ceux qui tiennent leur humeur dans un état de détente et de modération à l'égard des soins qu'ils prennent des choses inférieures. C'est là en effet ce que signifient les lieux creux et voisins des eaux. Restent à l'abri des passions, du désir, ceux qui tiennent leur concupiscible bien tendu et bien réveillé, euh, du sommeil de la matière. C'est là, en effet, ce que signifient les lieux élevés. Il est en effet de la nature, il est en effet de la nature, quelque sorte de l'irascible. Euh, Pardon, il est en effet de la nature de l'irascible d'être prompt à s'émouvoir et à agir, du concupiscible d'être relâché et amolli. Mais il appartient au bon musicien de relâcher la tension des humeurs et de tendre, en revanche, ce qui fait fausse note dans le concupiscible. Donc, encore une fois, l'interprétation, Porphyre pousse l'interprétation allégorique de Numenius à ce point d'expliquer les catastrophes par le feu comme un bouillonnement du concupiscible du concupiscible des âmes qui descendent dans notre monde. Et il explique justement le fait qu'Athènes échappe à ces destructions parce qu'elle vit sur des montagnes. Et donc, on en arrive à cette interprétation euh, complètement, euh, complètement farfelue jusqu'à un certain farfelue pour nous, mais très important pour Proclus. Donc, maintenant, on passe on passe au point le plus important, c'est-à-dire la guerre de l'Athènes ancienne résistant à l'Atlantide. Replaçons donc le récit de l'Atlantide dans son contexte, c'est-à-dire celui de la guerre entre l'Athènes ancienne et l'Athènes
et l'Atlantide, d'après celui rapporté d'Égypte par Solon. Ce récit fait apparaître que la constitution des Égyptiens, plus particulière, correspond à celle décrite par Socrate dans la République, qui était aussi celle de l'Athènes ancienne. C'est le fragment 17. Les prêtres égyptiens situent la fondation de l'Athènes ancienne il y a 9000 ans, ce qui permet à Porphyre, on vient de le voir, par l'intermédiaire de la métensomatose, de retrouver en ses âmes celle des Athéniens contemporains de Platon. Porphyre euh, a entendu par grands et merveilleux exploits, ce qui est une citation d'Itimet, les exploits des âmes dans ce qu'elles accomplissent contre la matière et les modes d'action matérielle, cependant qu'il appelle modes d'action matérielle les démons, car selon lui, il y a deux sortes de daimones. D'un côté, les âmes, de l'autre, des modes, des daimones, d'un côté, des âmes, de l'autre, des modes d'action. Et ce sont là des forces matérielles qui forment le caractère de l'âme. C'est une citation du fragment 24. Cela permet à Porphyre, contre Origène, de voir dans le récit de Platon un éloge de ceux qui sont ses contemporains. L'emplacement choisi par Athéna reste, reste aussi propice. Comment, en effet, si la propriété de l'air est une, fait-elle qu'on a disposition à ceci ou à cela? Et comment alors que la propriété demeure encore la même? Et comment alors que la propriété demeure encore la même, ne retrouve-t-on pas chez les habitants identiques de bonne qualité naturelle? Et si la propriété est périssable, que faut-il dire de la cause? Mais donc, revenons au conflit lui-même entre entre les Atlantins et les anciens Athéniens. On retrouve la trifonctionnalité de la République dans l'Athènes ancienne. C'est le fragment 17, évoqué par les prêtres égyptiens. Ces prêtres égyptiens, qui sont des informateurs de Solon, correspondent aux archanges, c'est-à-dire aux informateurs en chef des dieux. Puis viennent les acteurs de la constitution de l'Athènes ancienne, qui correspond à celle de la République. Il s'agit d'abord de guerriers, dont il faut distinguer deux groupes, les guerriers ordinaires et ceux qui ont été choisis parce qu'ils ont fait des études euh, et qu'ils vont diriger la cité. La loi a fixé en quoi consistaient ces connaissances. Pour Porphyre, il s'agit des causes des objets en ce monde, une sagesse qui vient d'Athéna et non d'Héphaïstos qui porte sur les arts. Pour Porphyre, la médecine vient aussi d'Athéna, parce qu'Asclépios est un intellect séléniaque, comme Apollon est un intellect héliaque. Ces dirigeants donc s'inscrivent dans une hiérarchie, le protecteur du troupeau humain dans son ensemble, probablement une référence au mythe du politique, et les démons protecteurs partiels qui veillent sur les peuples, des cités et même des individus. Les guerriers ordinaires sont assimilés aux âmes qui descendent dans les corps et qui doivent affronter les démons matériels malfaisants. Leur armement est le bouclier et la lance. C'est une citation du fragment 18 que Porphyre identifie au corps et à l'irascible. Donc le corps, c'est le bouclier et la lance, c'est l'irascible. Mais parce qu'ils sont tombés dans le devenir, ils ne servent pas au salut, dans la mesure où ils corrompent la pureté de l'intellect et détruisent la vie conforme à la raison. Sous eux viennent les producteurs. Il s'agit d'abord des démons pasteurs qui veillent sur les troupeaux d'animaux qui, dans le cadre du processus de métensomatose, correspondent aux âmes qui ont perdu l'intelligence humaine et dont la condition est similaire à celle des animaux. Viennent ensuite les chasseurs, des démons qui poursuivent les âmes et qui les enferment dans les corps. Il y en a certains qui aiment poursuivre les animaux, comme Artémis,
viennent enfin les laboureurs qui veillent sur les fruits de la terre comme Artémis. Tout ce groupe de démons, excusez-moi, les, les, euh, les démons qui euh, aiment poursuivre les animaux, euh, c'est Artémis, vient enfin les laboureurs qui veillent sur les fruits de la terre comme Déméter. Tout ce groupe de démons sublimaires est qualifié de démiurgique car il se rapporte à des produits existants ou futurs. Tout compte fait, si on accepte de faire ces rapports, le conflit guerrier entre l'Athènes ancienne et l'Atlantide est intériorisé et devient un conflit interne à toute âme qui vient s'implanter dans un corps. Donc, mais je termine avec quelques mots sur l'accord avec le dessin du dialogue, le dessin euh, sur l'accord entre le prologue et le dessin du dialogue. Comme on l'a vu plus haut, toute la lutte de l'Athènes ancienne contre les Atlantins doit être déplacée du monde sensible au monde de l'âme. Porphyre a entendu par grandeur et merveilleuse, par grands et merveilleux exploits, les exploits des âmes, tous ceux qu'elles accomplissent contre la matière et les modes d'action matériels, cependant qu'il appelle mode d'action matériel les daimones. Car selon lui, il y a deux sortes de daimones. D'un côté, les âmes, de l'autre, les modes d'action. Et ce dont les et ce sont là les forces matérielles qui forment le caractère de l'âme. Mais à vrai dire, sur cette doctrine, Porphyre a fourni bien des occasions de blâme à l'exégète qui le suit, c'est-à-dire Chamblic. Chamblic ne cesse de critiquer Porphyre. Porphyre considère donc la lutte matérielle de l'Athènes ancienne qui résiste aux Atlantins comme la préparation pour l'âme de s'ouvrir aux perspectives cosmologiques. Eh bien, quand Porphyre, à propos de ce passage, réfère la doctrine des démons et des âmes, bien qu'il ait mentionné parfois aussi la guerre légendaire des titans, il accorde la chose de manière persuasive sur un point avec le présent texte, mais sur un autre, non. Donc, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, je suis désolé de la quantité très importante d'informations que je vous ai données. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, euh, dans le commentaire euh, au prologue du Timée par Proclus, qui forme donc le premier livre du commentaire sur le Timée, Porphyre interprète, interprète le, la lutte de l'Athènes ancienne contre les Atlantins comme la, la, résistance par les âmes qui descendent ou s'incarner dans un corps contre les démons euh, matériels qui sont des démons mauvais et qui l'orientent vers le monde sensible et les persuade de ne pas remonter vers l'intelligible. Ça, c'est la première. Depuis, Porphyre va euh, euh, jusqu'à interpréter les destructions qui frappent l'humanité comme euh, euh, le bouillonnement de l'irascible chez certaines des âmes qui descendent vers les corps et qui vont détruire le monde sensible. Euh, et donc, on retrouve par ailleurs une interprétation du récit lui-même. Les prêtres égyptiens sont l'équivalent des archanges et on retrouve la trifonctionnalité de la République
dirigeant, guerrier, euh, producteur, mais interprété en termes psychiques. Euh, chacune de ces, chacun de ces groupes fonctionnels étant associé à une partie de l'âme humaine telle que décrite dans le Timain en 69-70. Donc, je m'arrête là et je vous remercie. Merci à vous pour cette conférence érudite et éclairante. Un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Euh, S'il n'y en a pas pour le moment, je pourrais peut-être commencer, vous poser une question concernant le fragment de 16 de Sodano, que vous avez mis en rapport avec la sentence 29 de Porphyre, avec le Phèdre. Oui. Et je me demandais si on pouvait aussi voir, si on pourrait aussi voir un lien avec la République, les mythes d'Air, là où Platon dit que le voyage souterrain des âmes dure 1000 ans et aussi le voyage céleste dure aussi 1000 ans. Et comme ça, on pourrait peut-être interpréter la référence aux 5 étoiles comme c'est référent aussi à la vision du Figeac et Oui. à ce qui se passe dans les mythes d'Air avec les voyages de Milan et les peines découplées, etc. Donc peut-être il y a aussi une tentative à harmoniser euh, les Phèdres avec les mythes d'Air. Oui, vous avez parfaitement raison, mais je n'ai pas eu le temps de, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais vous avez parfaitement raison. Il faut associer le mythe d'air aux différents textes que j'ai cités. Et c'est tout à fait exact. Et je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses dans le mythe d'air et le voyage des âmes. Euh, Encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ces deux orifices, l'un par lequel les âmes montent vers le ciel et les autres descendent sous terre, fait référence justement aussi euh, à l'entre des nefs et sont très importants pour comprendre le double mouvement. Je suis désolé, j'avais beaucoup trop d'informations à donner et donc je suis allé vite sur un certain nombre de choses. Donc, je pense ce que vous dites est tout à fait exact et je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Et puis, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je peux peut-être continuer et dire un mot supplémentaire, une Oui, pensée supplémentaire sur ces mêmes points. Donc, je pense que en lisant le fragment, il est clair que ici, Proclos tire des informations du commentaire de Porphyre au Timée. oui, Mais je me demande si on pourrait peut-être euh, supposer que Porphyre aurait parlé de ces mêmes questions dans son commentaire dans La République, dont on a quelques fragments qui montrent qu'il s'agissait probablement d'un commentaire au mythe d'Air, oui. pas généralement La Oui. République. Mais je n'ai pas eu le temps d'en parler. Je suis désolé, mais Mais c'est tout à non, fait exact. C'est tout à fait exact. donc peut-être on peut chercher le fragment qu'on a, peut-être on trouvera des précisions qui correspondent à ce qu'il nous dit Oui, ici. oui, c'est ça, oui. Mhm.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, je vois. OK. Donc, Euh, il, Sinon, il- il me reste à remercier tous les auditeurs et à m'excuser d'avoir donné un tel flot d'informations et en français en plus. Donc, mais non, j'espère, au j'espère contraire, au que contraire. Il j'espère que faut, j'arriverai à publier un texte qui se tienne et enfin, qui, qui permettent de faire évoluer le commentaire de Sodano qui me paraît très simple, et trop simple. oui. Espérons que nous allons le faire. OK. Nous allons produire une nouvelle édition et traduction avec commentaires. Mm. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais une deuxième. Oui. La deuxième serait, est-ce que Attikos aussi n'avait pas écrit un commentaire sur les Ah, Timets ou pas? il n'est pas cité par Proclus dans le prologue, mais il faudrait regarder. Comme vous dites, de cette époque, je n'ai eu le temps de regarder euh, que Longin. Avec Michel Patillon, on a publié les fragments de Longin. Oui. Orichen. Orichen, il reste très peu de choses et on trouve ça dans Weber. Et donc, j'ai beaucoup travaillé aussi pour le dictionnaire et philosophie antique par Richard Goulet, qui maintenant se retrouve, euh, qui maintenant se retrouve sur Internet. Et donc, il faudrait regarder les gens de cette époque, c'est-à-dire Longin, Origen, euh, Numenius et Plotin, bien évidemment. Donc, mais je ne crois pas que Plotin aille dans des considérations allégoriques comme Porphyre. Ah, d'accord. Alors, le premier commentaire sur les Timets serait celui de Longin, De Numenius, me semble. de Numenius, oui. Mais avant lui, on n'a pas Lui, de traces. je ne sais pas, je ne peux pas affirmer. Euh, Avant lui, je pense qu'il y avait des commentaires partiels. Donc, à partir de Numenius, c'est un commentaire plus élaboré. Mais enfin, c'est une impression, ce n'est pas de la science. Un grand merci, monsieur le professeur, pour votre conférence et pour l'honneur de clôturer le projet entre Athènes et Alexandrie, pour votre soutien. Comme c'est la toute dernière conférence, j'aimerais remercier mes collègues. Euh, I would like to thank my colleagues, both at the Institute for Mediterranean Studies and at the Library of Alexandria, and especially Eleni von Orta from the Institute for Mediterranean Studies and Mark Kyriakos from the Library of Alexandria, without whom nothing would have been possible. But I would also like to thank my colleague Spiros Rangos, who is not here today, from the University of Patra, and you all for being here, and the speakers, and all those who have participated in different ways. So j'aimerais vous remercier tous d'avoir participé de manière différente, tous les orateurs, et vous, Monsieur Brisson, pour l'honneur extraordinaire de clôturer le projet entre Athènes et Alexandrie. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt en personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.